Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 octobre 2024 et nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Évidemment, il y a eu une actualité extrêmement abondante, mais on ne va pas l'évoquer tout entière avant de vous soumettre la thématique de ce jour. Je vais essayer de rappeler qu'il y a un livre qui fait le buzz. C'est le livre de Robert Bourgi qui fait apparaître un certain nombre de choses dans ce qu'on a considéré comme ce monde ténébreux de la France-Afrique. Mais nous avons surtout été préoccupés de voir les rapports entre nos chefs d'État, sinon nos États, et puis la France, notamment à travers le transfert des maigres moyens des pays pauvres comme les nôtres à l'endroit des dirigeants et des responsables de la France, ce qui a vraiment préoccupé un certain nombre de Congolais, surtout cette affaire de valise pleine d'argent ou mallette pleine d'argent, avec cette histoire assez rocambolesque des djembés ou des djembés du Burkina Faso qui avaient transporté en fait des sommes extrêmement faramineuses. Mais enfin, les Congolais et les Africains sont en train de suivre le débat. Ils sont très, très préoccupés par cette situation et ils osent espérer que ça va amener une certaine prise de conscience, mais c'est toujours la même veine. Nous avons été préoccupés d'un certain nombre de déclarations qui ont été faites, notamment le fait de dire que c'est le président Gbagbo qui avait gagné les élections et ensuite que le président Sarkozy, président de la République française, avait déclaré, s'agissant d'un refus que Laurent Gbagbo lui avait opposé, qu'il allait le vitrifier. Et ça, franchement, ça nous a véritablement préoccupés. Quant au secrétaire général de l'Élysée, de Villepin, il avait clairement dit qu'il allait tordre le bras de Laurent Gbagbo. Donc, on se rend compte à quel niveau. Et je crois que pour les jeunes générations, il est intéressant qu'on s'appesantisse sur ça. Nous ne devrions pas avoir honte de regarder cette situation, mais en ayant une préoccupation, celle de voir comment nous allons gérer les affaires à l'avenir et surtout celle de définir la France et notre pays une coopération saine qui privilégie les rapports gagnant-gagnant et qui fasse que l'on travaille pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Au-delà de ça, nous avons notre préoccupation. On ne peut pas ne pas l'évoquer parce que c'est toujours dire la vérité. La rentrée scolaire prévue le 1er octobre a été sur l'ensemble du pays chaotique. Mais nous allons y revenir parce qu'il faut, à notre avis, prendre conscience de tout ça, faire le point et voir quelles sont les leçons qu'on devrait en tirer parce que trop, c'est trop. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est la grogne un peu partout, dans la plupart des structures de notre pays. Et je crois que cette grogne s'explique. Après, d'ailleurs, le message que le Premier ministre Anatole Koline-Makosso avait livré le 21 juin 2024 lors de la rencontre du gouvernement avec le Sénat. Mais on se rend compte que depuis cette période, les problèmes ne sont pas du tout réglés. Mais enfin, nous allons venir à la thématique d'aujourd'hui, à la suite de ce que nous avons appris. Nous avons pensé intituler notre thématique de la manière suivante. N'ayons pas peur de dire la vérité aux Congolais. Et j'en profite après que nous ayons parlé du premier anniversaire du Grand Angle pour cette information qui a préoccupé beaucoup de Congolais. Je vais d'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs, pas seulement congolais, je vais d'ailleurs exprimer ma reconnaissance et ma gratitude au milieu des téléspectateurs qui m'ont fait parvenir leur message de soutien suite à cette information selon laquelle il y avait des menaces de mort qui pesaient sur ma modeste personne. Pourquoi menace de mort? C'est sur quoi les uns les autres devraient réfléchir. Mais on va essayer de passer un peu de temps pour revenir sur ce sujet pour que nous apportons une certaine clarification. En fait, je tiens d'abord à rendre hommage et à remercier LR TV R7 pour tout ce que ce média a fait, non seulement pour aider les Congolais à être informés, mais également à prendre conscience de beaucoup de choses, mais surtout pour cette révélation qui a été faite selon laquelle
des menaces de mort pesées sur Clément Mirassa. Et j'ai bien apprécié le ton et le discours que Christian Perrin a tenu pour donner cette information, en disant qu'en fait, il n'était pas reproché à Télé TV R7 de livrer des fausses informations ou des informations non vérifiées. Il apparaissait tout simplement que la demande lui a été formulée de ne plus permettre à Clément Mirassa d'intervenir dans le cadre des deux émissions Grand Angle et Droit de savoir, parce que semble-t-il que ces informations dérangent. Pourquoi dérangent-elles? Pourquoi, alors que l'on semble dire que le Congo se veut un pays démocratique, même si en réalité, nous savons qu'il est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Mais on est quand même surpris dans un pays où il y a un article 25 de la Constitution qui garantit la liberté d'expression, que l'on puisse vivre des menaces à un niveau extrêmement élevé, menaces de mort, sinon menaces d'arrestation, parce qu'on dérange. En fait, ce n'est pas Clément Mirassa qui dérange, c'est la vérité qui dérange. Et lorsque cette vérité est connue, ça met un certain nombre de personnes en difficulté. C'est pour ça que j'ai souhaité, à mon avis, revenir sur cette situation, parce que si on cherche à réduire tout le monde au silence, on aura choisi la voie de la répression et il ne pourra avoir aucun progrès. Le Congo n'est pas dans un parti, au Congo, il n'y a pas un parti unique. Il y a des partis comme les miens qui ne feront pas allégeance et qui se battront, qui vont avancer pour, à notre avis, toujours agir pour l'amélioration des conditions de vie. Mais c'est pour ça que sur cette question, après l'émission que j'ai faite, l'émission spéciale avec Christian Perrin, j'ai tenu à revenir sur ce problème, mais cette fois-ci, en me félicitant d'abord et en félicitant Christian Perrin de ce que ce soit dans le cadre de Grand Angle, que ce soit dans le cadre des droits de savoir ou dans toutes les autres émissions, nous avons toujours tenu à respecter les lois et règlements de la République. Nous avons toujours tenu à respecter la Constitution et nous n'avons jamais voulu avoir un langage injurieux. Plutôt, nous avons toujours été guidés par le sentiment qu'il fallait avoir le respect du droit à la différence, qu'il fallait être tolérant et il fallait s'accepter parce que c'est bien ça, l'un des fondements de la démocratie. Maintenant, pour les commentaires que nous tenons à faire, nous tenons à revenir là-dessus, en disant que nous avons agi conformément aux lois et règlements de l'art. Et c'est pour ça que je vais prendre un premier texte que je vais vous commenter. Le premier texte que je vais vous commenter, c'est la loi 28-2017 du 7 juillet 2017 déterminant le statut de l'opposition politique. Et il est dit ceci: l'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. C'est ça qui est fondamental. Et ne soutenant pas l'action du gouvernement, nous avons l'esprit à la critique. Et assez souvent, lorsque nous avons fait la critique, nous avons fait des propositions. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit à plusieurs occasions. Nous avons, dans le cadre de la grave crise multidimensionnelle que nous traversons, nous avons proposé à l'époque aux gouvernants, nous avons adressé une lettre ouverte au président de la République dans laquelle nous proposions les états généraux de la nation pour que l'intelligence congolaise puisse se retrouver et aider à sortir le pays de la crise. Figurez-vous que ça s'est passé en octobre 2012, donc il y a 12 ans. Nous avons ensuite, dans le cadre de la Fédération de l'opposition congolaise, proposé un mémorandum sur l'état de la nation. Ça date de janvier 2019. Et nous avons dit dans ce document qu'il ne s'agissait pas de sauver un homme ni un régime politique, mais il s'agit de venir au secours du Congo qui était un pays en danger. Et enfin, le dernier document que je vous ai déjà présenté, nous avons présenté la lettre ouverte que nous avons signée à trois: Clément Mirassa, Michel Mampouya, Jean-Félix Dembaté, donc que nous avons adressé au président de la République en septembre 2022, à chaque fois avec un souci, celui de la souffrance et de la misère des Congolais, celui du fait que les Congolais étaient préoccupés par le fait qu'il fallait en sortir.
Malheureusement, nous avons toujours eu des réponses négatives. Mais ce n'est pas à nous de les justifier. Ce sont les gouvernants qui en portent la responsabilité. Et je crois que on a essayé de faire allusion à une déclaration de Saint-Exupéry, la responsabilité de tous. Je crois que chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui se concerne ce problème. Ça n'a rien à voir avec nous autres. Nous n'avons fait que faire des propositions. Maintenant, s'agissant toujours de cette loi, nous avons l'article 2 qui dit que l'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Mais ça ne veut pas dire que nous faisons allégeance à un parti, parce qu'il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous avons un pluralisme démocratique. On essaie de dire que la démocratie, c'est un processus, mais il faut que nous avançons. Mais le plus intéressant, c'est l'article 4 de cette loi qui dit ceci, et ça touche l'actualité que nous avons. Aucun dirigeant, aucun militant de l'opposition ne peut, sous réserve du respect des lois de la République, subir des sanctions en raison de ses opinions politiques. C'est bien ça. Comment alors expliquer les menaces qui pèsent sur Kerman Mirassa, puisqu'il s'agit d'opinion publique? Mais ce n'est pas tout. Pour que nous, on ait un meilleur éclairage, référons-nous à la Constitution et prenons l'article 25 de la Constitution. Cet article 25 dit quoi? Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion, par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie. Elle s'exerce dans le respect de la loi. La censure est prohibée. La censure est prohibée. Ça veut dire que ce n'est pas au gouvernant de me dicter les sujets, les thèmes, les positions que je dois prendre sur un problème précis. Puisqu'en plus, quand je me réfère à l'article 57, je crois, de cette même Constitution, il est dit ceci. Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble les citoyens pour la conquête du pouvoir et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société dicté par le souci de réaliser l'intérêt général. Mais lorsqu'on parle de la conquête du pouvoir, ça veut dire que nous devons avoir une vision, une idée. D'autant qu'aujourd'hui, le Congo va très mal. D'autant que le Congo est mal géré. D'autant que nous avons besoin d'une vision de changement et de rupture. Mais nous avons besoin, en tant que parti, de faire des propositions aux Congolais. Et assez souvent, nous les avons faites au niveau du pouvoir. Certains d'entre vous nous poseront la question certainement de savoir quelles sont ces propositions. Mais je peux vous en prendre quelques-unes qui sont extrêmement simples, comme la réduction du train de vie de l'État, comme la lutte contre la corruption, comme la cessation de l'impunité, comme la condamnation de la gestion clanique. Donc, nous avons assez souvent pris position et nous sommes surpris que l'on puisse vouloir, soi-disant, porter atteinte à ma vie, sinon chercher à m'arrêter pour mes opinions politiques, ce qui est un autre phénomène. Mais on ne s'arrêtera pas là. Maintenant, toujours pour continuer dans le sens de l'interprétation de la Constitution, qui est notre loi fondamentale, on arrive pratiquement à un article fondamental. C'est l'article 205 qui dit quoi? La force publique est apolitique. Je dis bien, la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Encore une fois, les choses sont claires. Les choses sont claires. Devons-nous penser aujourd'hui que la force politique a refusé d'être apolitique? Pouvons-nous penser qu'aujourd'hui, la force politique s'est mise à prendre des positions ou à prendre des partis, alors qu'elle est apolitique, elle doit être neutre, elle doit veiller à respecter les lois et règlements de la République. Et nous allons revenir sur un aspect extrêmement important, c'est que dans ce cadre, la force publique a la responsabilité d'assurer la protection
des Congolais. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans les commentaires pour que les téléspectateurs comprennent mieux le sens un peu qui a été retenu dans notre loi fondamentale. L'article 8 dit ceci. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La peine de mort est abolie. Comment alors que des Congolais puissent penser qu'ils peuvent former des commandos qui vont débarquer chez des gens, soit nuitamment, soit à n'importe quelle heure, pour donner la mort, alors qu'aucune disposition de la Constitution ne l'y autorise? Que devient alors notre force publique si elle devait être orientée dans ce sens? À notre avis, c'est extrêmement préoccupant. Mais nous ne nous arrêtons pas là. L'article 9 dit ceci. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Toute personne, tout prévenu, est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable, garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. J'apparais aujourd'hui comme une victime. Mais à cause de quoi? À cause de quoi? De deux émissions. Droit de savoir les grands temps, qui aujourd'hui sont sollicités et appréciés par beaucoup de téléspectateurs. Maintenant, passons à l'article 11. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout acte cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Et nous allons terminer ce commentaire des éléments contenus dans la Constitution par l'article 15, qui, à mon avis, doit être compris de tous. Tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Les choses sont tellement claires. Mais je reviens surtout au premier alinéa. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. C'est pour ça que lorsque nous évoquons la situation qui me concerne aujourd'hui, j'essaie de faire un rappel que j'ai déjà fait et que certains ont dû retenir. Le 9 juillet 1990, j'ai été arrêté, accusé d'être le cerveau penseur d'un coup d'État. J'en ai été triste. Mais je n'ai jamais été jugé. D'ailleurs, je n'ai passé 1 mois et quelques jours en prison. Je crois que les gens avaient trouvé que c'était purement ridicule. Mais il n'y a pas que son épreuve. En septembre, plutôt le 4 novembre 2014, tenant une réunion chez moi, une assemblée générale du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel, alors que nous menions le combat contre le changement de constitution. Nous avons été violemment agressés, sauvagement agressés. Ma maison a été pillée. On est rentré jusqu'à fouiller jusque dans ma chambre. On a saccagé ma maison. On a saccagé mon bureau. On a saccagé mes véhicules qui ont été endommagés. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu près de 32 arrestations. Après que les gens ont été malmenés sauvagement, que des bombes lacrymogènes ont été larguées, lancées partout dans toute la parcelle. Le souci, c'était de chercher à tuer Clément Mirassa. Mais par la suite, nous avons observé la situation avec sérénité. Nous avons déposé une plainte et nous avons découvert qu'une ordonnance de non-lieu a été prise. Nous avons fait appel et depuis, c'est le silence complet. On se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce une justice à deux vitesses? Est-ce une justice qui s'acharne sur les opposants et qui laisse libres les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers? Et on est toujours et toujours autour de ces débats. Mais venons plus proche de nous. Lorsque le docteur Alex Nzabana, un activiste très connu dans le cadre des ONG des droits de l'homme, a été enlevé et qu'il a été détenu à la centrale d'intelligence et
à la centrale d'intelligence. Mais nous avons été surpris et de documentation. Nous avons été surpris d'apprendre lors d'une émission qu'il a organisée, Dieu merci, mais qu'il déclare que pendant sa détention, on lui avait demandé de citer un certain nombre de noms d'acteurs politiques, d'acteurs de la société civile, en lui disant ce n'est pas vous qu'on cherche, ce sont eux que nous voulons avoir. Et parmi ces noms, il y avait Jean-Marie Michel Mokoko, le colonel Simon-Pierre Musunda, il y avait Paulin Makaya, il y avait Joe Washington Ebina, il y avait Paulin Makaya, et bien sûr Kéman Yarassa. Et quand on arrive là où commencent les interrogatoires à des heures indues, et moi je leur ai dit, moi je suis un homme âgé, si c'est pour venir me réveiller aux heures indues, je ne veux pas me lever. Les interrogations se passaient devant une femme qui est commandante, je ne sais pas son nom, comment on l'appelle, et il y avait aussi un autre officier qui est même musicien dans l'époque de Roga Roga et de l'orchestre Roga Roga. Et à la fin aussi, il y avait un colonel qui venait m'interroger. Ils étaient donc 3 officiers et il y avait des sous-officiers. Et il y avait le kidnappeur Roméo Okombi. Des questions Et bêtes. pendant que toutes ces auditions ont eu lieu, votre avocat était là? Mais non. Mais est-ce qu'il respecte la loi? Mais quand un gouvernement, un pouvoir est illégitime, il ne peut pas respecter la loi. La preuve en est qu'il venait à tout moment, quand bon leur semblait de venir réveiller les gens qui dormaient. Et moi, je leur ai dit qu'à mon âge, je ne tiens pas à passer sous ces tortures morales. Et en fin de compte, ils m'ont dit oui, docteur, il faut citer Jean-Marie Michel Mokoko, il faut citer Clément Mirassa, il faut citer, comment on appelle ça, et le colonel qui était en France, qui s'appelait à l'époque, je ne le connaissais pas, Musunda. Ça veut dire que nous ne bénéficions pas des mêmes droits que tous les sur qu'au moment où nous arrivons à la situation que nous connaissons et que, sur laquelle nous allons essayer à chaque fois de chercher à comprendre ces phénomènes. C'est pour ça qu'après avoir fait un peu ce bref aperçu, nous arrivons au point suivant, qui nous amène à nous poser la question, est-ce qu'au Congo, la Constitution est considérée comme quelque chose de sacré? Moi, j'ai dit la réponse est non, puisque tout ce que je viens d'évoquer prouve à suffisance qu'on peut donner la mort, on peut faire un certain nombre de choses, alors que ce n'est pas autorisé. Au contraire, la force publique qui devait assurer la sécurité et la protection des Congolais est chargée maintenant pratiquement de pourchasser les Congolais, de tout faire pour les incriminer et de tout faire. C'est véritablement sérieux, c'est véritablement pas sérieux. C'est d'autant pas sérieux qu'il y a des problèmes très importants dans le pays, que nous avons souvent évoqués, qui prouvent à suffisance que la Constitution n'a pas un caractère sacré. Parmi ces problèmes, j'en reviens sur un. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. C'est depuis 2002. Nous l'évoquons régulièrement. Mais il n'y a ni pouvoir, ni contre-pouvoir pour régler ce problème. Et assez souvent, on peut penser que nous avons des problèmes. Mais c'est sur des questions de droit. Parce que aucun membre du parti, nommé ou élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Ça, c'est clair, ça peut être vérifié. Et les dernières déclarations qui ont été faites en 2021 ont montré que tout cela se faisait en violation flagrante des lois et règlements de la République. Ensuite, nous l'avons souvent dit,
le Parti congolais du travail a reconduit lors de son congrès de 2019 le président de la République comme président du comité central du Parti congolais du travail. C'est-à-dire, en fait, le président de ce parti, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti. Le faisant, mais le Parti congolais du travail a violé l'article 26 de la loi 28-2017 relative aux partis politiques, qui dit clairement que tout parti a le devoir de se conformer à la Constitution. Mais devant le constat fait, que remarquons-nous en réalité? Nous remarquons que les gouvernants prennent des textes comme l'article, l'arrêté 13205 du 21 octobre 2020, déclarant le Parti congolais du travail en conformité avec la loi, tout en sachant qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Ça devient le monde à l'envers. Alors que conformément à l'article 31 de cette même loi, le Parti congolais du travail aurait dû être suspendu par le ministre chargé de l'administration du territoire, qui malheureusement est membre du bureau politique du PCP. Ce qui fait qu'au Congo aujourd'hui, la Constitution n'est pas respectée, mais ce qui se fait, c'est la volonté des gouvernants. Et à quoi on aurait dû assister si le Parti congolais du travail est suspendu? Mais tout tombe. C'est ça qui crée la peur au niveau des gouvernants. Si le Parti congolais du travail tombe, il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de Sénat. Mais c'est la réalité, c'est l'application du texte. Qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous respecter, oui ou non, les textes ou pas? Qu'est-ce que nous faisons? Et moi, mon point de vue, c'est de dire qu'il faut respecter les textes. Parce que lorsque, et c'est là où semble-t-il, on dit que Clément Mirassa évoque des sujets sensibles, mais ce n'est pas des sujets sensibles. Lorsque je dis que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle, ce n'est que la conséquence de la lecture de la Constitution. Et je dis et je le précise, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et moi, j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente et qui a choisi de faire parvenir cette décision au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Depuis 2020, on n'arrive pas à trouver de solution. Est-ce qu'il est normal? Ils ne sont pas, mais ils ne sont pas inquiétés. Ceux qui sont inquiets, celui qui est inquiété, c'est Clément Mirassa pour avoir révélé aux Congolais la situation telle qu'elle se présente. Non, nous ne devons plus agir ainsi. Nous devons pratiquement avancer et nous devons faire en sorte que les lois soient appliquées. L'article 50 de la Constitution est clair. Tout citoyen a l'obligation de respecter les lois et les règlements de la République. Tout citoyen. Et on ajoute, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. C'est pour ça que nous revenons sur ce problème. Et ces problèmes ne seront pas résolus par le silence. Ce n'est pas le silence. Et ce n'est pas parce qu'on va chercher à réduire Clément Mirassa dans le silence. Parce que maintenant, les Congolais sont informés. Même s'il y en a qui développent la thèse selon laquelle les morts ne parlent plus, effectivement, les morts ne parlent plus. Mais une fois que les choses sont connues par le peuple, vous auriez du mal à les faire oublier et à les blâmer. C'est pour ça que le point qui vient après, que je vais développer toujours dans ce cadre, pour essayer d'apporter ma vérité aux Congolais, c'est le point qui concerne le dialogue ou la concertation. Les Congolais ont suivi en mars 2024, le ministre de l'Intérieur convoquait des groupements politiques et leur annonçait qu'il y allait avoir une concertation nationale. Mais concertation, comme toutes les autres qui se sont passées depuis 2009, qui n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale et qui ont fait que toutes les élections qui se sont tenues à la fois dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de l'art. Une de plus, concertation, qui servirait à quoi? On a voulu embrouiller les Congolais, introduire la confusion en parlant de biométrie, mais la biométrie va se reposer sur quoi? Puisque d'après les connaisseurs, le recensement lui-même dont les résultats ont été publiés pose
lui-même un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que nous nous posons la question. Il n'y avait aucune base juridique sur laquelle les concertations nationales pouvaient s'appuyer. Devons-nous continuer sur ce chemin? La réponse que je dis est non. Mais dans l'autre voie, c'est laquelle? Mais c'est que la Constitution, dans ses articles 227 et 228, a institué un Conseil national de dialogue. Il y a une loi 30-2018 qui a été, de 30-2017 qui a été prise, portant fonctionnement, organisation et attribution du Conseil national de dialogue. Maintenant, quand on regarde cette loi a priori, on constate qu'il y a des membres de droit et il y a des membres qui devaient être désignés par un conseil qui n'ont jamais été désignés. Donc, depuis 2015, le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Et quand on parle de dialogue, c'est souvent quel format? C'est sous quel format qu'on va y aller? Et on s'interroge. Maintenant, quand on regarde dans les détails, non seulement il n'a pas été mis en place, ce conseil tel qu'il est projeté dans cette loi prévoit un effectif de 250 membres. Et lorsqu'on fait les décomptes, on découvre que 150 membres sont pratiquement les membres des partis du parti au pouvoir, des partis de la majorité présidentielle, 159. 29 représentants de l'opposition, qui soi-disant pluriels, 20 représentants du centre et 42 représentants sous l'étiquette divers. Vous voyez bien que c'est fait pour que, sous prétexte de rechercher le consensus, que la majorité soit préfabriquée pour y aller. Et comment on va faire? Et la question que nous posons, puisqu'on parle d'aller au dialogue, va-t-on aller au dialogue en respectant les lois et les règlements de la République ou en les violant? Si on veut respecter les lois et règlements de la République, ça veut dire qu'un parti comme le Parti congolais du travail doit être suspendu. Ça veut dire que le président de la République ne peut pas être le président du Parti congolais du travail. Et comment on fait? Parce que nous avons toujours insisté, lorsque nous nous sommes battus et que nous avons fait des propositions pour qu'on aille à un dialogue ouvert à tous, pour dire qu'il ne s'agit pas de sauver un homme, il ne s'agit pas de sauver un régime, mais il s'agit de sauver un pays en danger, un pays en péril, au risque d'être accusé de non-assistance, un pays en danger. Mais nous avons fait notre part des choses. Maintenant, les gens qui en parlent, il faut répondre à beaucoup de questions. Est-ce que les gens vont aller à un éventuel dialogue ou une concertation lorsque le pays est occupé par les Rwandais, lorsqu'on n'a pas encore annulé les accords qui ont été signés avec le Rwanda, qui ont été contestés par l'ensemble des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, qui en ont demandé l'annulation pure et simple. C'est ça le sujet sensible sur lesquels, semble-t-il, on reproche beaucoup de choses à Clément Mierassa. Va-t-on aller à ce dialogue sans que le complot international qui a été révélé par Laurent Sokoko, citoyen angolais, s'agissant de notre pays, qu'est-ce qu'on en fait? On choisit le silence. Et on va aller à ce dialogue pour faire quoi? Pour obtenir quoi? Et ça pose un certain nombre de problèmes. Doit-on aller à un dialogue ou une concertation nationale pour réduire les opposants au silence? Pour les menacer de mort? Pour chercher à s'introduire chez eux, pour les assassiner ou quoi? Que veut-on? Un parti unique? Mais si c'est le cas, est-ce qu'on a besoin d'aller et de s'y référer? Donc voilà autant de questions qui se posent. Mais on rappelle que les gouvernances actuelles ont de sérieux problèmes avec le respect des lois et règlements de la République, notamment avec la Constitution. Et ils sont dans un cas flagrant de violation flagrante de la Constitution. Et il faut que ça s'arrête. Maintenant, le dernier point que je vais avancer avant qu'on aille à la conclusion est le suivant. Le pays
est dans la souffrance. Le pays va mal, très mal. Nous l'avons dit très tôt, mais nous avons été rejoints lorsque le président de la République lui-même a déclaré en mars 2024 que le verre est dans le fruit, il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on en est convaincu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est très grave. La rentrée a été chaotique. Il y a la grogne partout. Grogne partout. Grogne à la Caisse congolaise d'amortissement. Grogne à l'université Marien-Ouad. Grogne au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Grogne à la Sopeco. Grogne au chemin de fer. Grogne chez les enseignants, surtout les enseignants communautaires, qui ont pratiquement lancé un mouvement de grève qui n'a fait qu'accélérer le caractère chaotique de la rentrée qui s'est déroulée cette année. Le problème de fond, il est connu. Nous avons adopté un budget 2024, mais ce budget ne semble pas s'exécuter. Et nous sommes surpris d'apprendre qu'on parle de la préparation du budget 2025. Nous osons espérer qu'un certain nombre d'aspects seront pris en ligne de compte. Et moi, j'ai été pratiquement préoccupé lorsque j'ai suivi à la télévision congolaise, lorsque j'ai pu avoir le peu de courant à ce moment-là, une rencontre entre le Premier ministre et le syndicat de l'enseignant, où le Premier ministre appelait les enseignants pour qu'ils accordent une attention particulière à l'avenir des jeunes. Je dis non. C'est le gouvernement et les gouvernants qui doivent apporter une attention particulière à l'avenir des Congolais, à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et ça, nous en avons les moyens. On le leur a souvent dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de comprendre que malgré la souffrance, malgré la misère dans laquelle croupissent les Congolais, qu'un gouvernement responsable ne soit pas en mesure d'œuvrer pour la réduction du train de vie de l'État? Est-ce qu'il est possible de comprendre que dans un tel contexte, que les gouvernants continuent de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers? Est-ce qu'il est possible de comprendre que pendant ce temps, il n'y a véritablement pas sur le terrain la lutte contre la corruption? Il n'y a aucune volonté ni le courage politique de récupérer l'argent qui a été dilapidé des caisses du Trésor. Et là, nous reviendrons toujours. Les cas, ils sont connus. Mais puisqu'ils veulent qu'on les leur rappelle toujours, vous avez la situation des 14 000 milliards des excédents budgétaires. Vous avez les malversations financières au fond de soutien de l'agriculture. Vous avez les détournements de 9 milliards de pensions de novembre et décembre 2016 à la caisse des retraites des fonctionnaires. Vous avez l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137. C'est tous ces problèmes que, une fois évoqués par Clément Mirassa, sont considérés comme des problèmes sensibles. Mais ce n'est pas des problèmes sensibles. On ne peut pas oublier les révélations faites par les Panama Papers, selon lesquels 6 Congolais détiendraient 5 500 milliards. Monsieur le Premier ministre, pourquoi demandez-vous aux enseignants de l'université Marien-Ouad d'accorder une attention particulière à l'avenir des jeunes, alors que c'est votre gouvernement qui n'accorde pas l'attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, à l'avenir des jeunes, puisque vous ne voulez pas œuvrer pour récupérer l'argent qui a été dilapidé des caisses de l'État. Et tous les Congolais le savent. Ça va continuer jusque quand? Jusque quand vous auriez choisi de faire souffrir et de plonger les Congolais dans la misère? Monsieur le Premier ministre, la rentrée a été chaotique et c'est un mauvais signe pour l'avenir des jeunes. Parlons-en. L'année 2024, année de la jeunesse, qu'est-ce que ça donne? Nous entendons les jeunes s'exprimer. Visiblement encore, une promesse qui ne sera pas tenue. Mais est-ce qu'on en avait besoin? Puisque nous savions que le Congo était dans cette situation. Et aujourd'hui, la situation de notre pays. Et aucune responsabilité n'est établie. On a choisi de faire des réunions, des missions. C'est pratiquement le gouvernement de la Tchad et puis on avance pratiquement. C'est pour ça que nous sommes extrêmement préoccupés. Et nous disons aux gouvernants
nous disons au gouvernement Anatole Kolinemakoso, ce n'est pas en menaçant de mort les opposants, ce n'est pas en développant des théories comme quoi les morts ne parlent plus, mais les Congolais sont plus de 6 millions aujourd'hui, d'après les derniers recensements. Aucun gouvernement ne pourrait éliminer tous ces Congolais. Et même si vous en éliminez, il y en aura toujours pour vous poser des problèmes. Et l'incapacité du gouvernement de résoudre des problèmes des Congolais et du Congo ne doit pas entraîner le gouvernement à plonger le pays dans l'insécurité, dans l'injustice. Lorsqu'on parle du complot contre le Congo, mais je crois qu'il y a des gouvernants qui n'ont pas la conscience tranquille. Parce que quand il s'agit de Jean-Marie Michel Moukoko, quand il s'agit de Aimé Idéber Moigny, on n'a pas tardé pour qu'il soit mis aux arrêts. Et les autres non, peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Dans les affaires de la gestion de la cité, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de père. Si vous acceptez les responsabilités, c'est que vous acceptez de les assumer, de répondre et d'assumer vos responsabilités. Voilà, chers téléspectateurs, au moment où je vais aller à la conclusion, je vais rappeler aux gouvernants que le Congo est dans une situation extrêmement grave, mais que certains mots, certaines causes sont connues. Et je rappelle de façon claire au Premier ministre, au président de l'Assemblée, au président du Sénat, que le Parti congolais du travail est en situation d'inconformité vis-à-vis de la loi. Et comme la loi doit s'appliquer à tout le monde, il doit être suspendu conformément à la loi. Et s'il est suspendu, toutes les institutions tombent. Il n'y aura plus de Sénat, il n'y aura plus de Parlement, d'Assemblée, il n'y aura plus de gouvernement. C'est la réalité que nous devons affronter. Et je pense que lorsqu'on parle de dialogue ou de concertation, on intègre ces aspects pour qu'ils soient pris très sérieusement en ligne de compte. J'aurais pu dire que devant l'incapacité du gouvernement à résoudre les problèmes des Congolais, il ne reste à ce gouvernement plus qu'à démissionner. Mais je me réserve le droit de le dire, tout simplement en disant, appliquer convenablement les lois et les règlements de la République. Tout va être mis à plat et les Congolais prendront leurs responsabilités pour mettre les choses au point et redémarrer pour que nous remettons ce pays sur les rails parce que nous sommes complètement en dehors de ce que nous devions vivre. Donc, chers téléspectateurs, merci pour le soutien que vous m'avez apporté pour les menaces de mort qui pèsent sur ma modeste personne. Je peux tout simplement vous dire que j'ai lu et relu la Constitution. Un article qui a attiré mon attention, c'est l'article 96, selon lequel le président de la République ne doit pas être poursuivi pour les crimes et autres faits qu'il n'aura commis pendant l'exercice de sa fonction. Encore que cet article, en ce qui nous concerne, doit être lu et relu pour être retiré. Parce qu'on ne peut pas donner le pouvoir de tuer à un Congolais, d'autant que l'article 15 dit clairement que tous les Congolais sont égaux. En dehors de cet article, je n'ai trouvé aucune disposition qui autorise la force publique, qui autorise d'autres institutions à donner la mort à des Congolais sans que cela ne puisse suivre une procédure. Et dans tous les cas, ils ne devraient pas donner la mort puisque la peine de mort est abolie. Donc, chers téléspectateurs, je viens à vous réitérer ce que je vous ai déjà dit. Nous continuerons à réaliser l'émission Grand Angle. Nous continuerons à apparaître dans le droit du savoir chaque fois que cela sera nécessaire. Notre objectif, c'est d'apporter la vérité aux Congolais. Et si les reproches peuvent nous être faits, je suis d'ailleurs très heureux. Il y a un média en ligne qui m'a contacté pour souhaiter que je fasse un débat avec le porte-parole du PCT. Je lui ai répondu ce que j'avais dit à un journaliste qui m'avait d'ailleurs déjà fait la proposition, le brillant journaliste Elie Smith qui travaillait à l'époque à MTN, mais MNTV plutôt.
je lui ai dit que j'avais déjà reçu cette proposition et j'avais répondu que les conditions que je posais étaient les suivantes. Premièrement, débat en direct. Deuxièmement, débat avec le secrétaire général du conseil. Si c'est organisé dans des conditions optimales de transparence et de bonne gouvernance, je suis prêt à prendre part à un tel débat. Et j'ai répondu et donné cette réponse. Je la communique aux téléspectateurs pour qu'ils en soient informés. Donc, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain, on sera le 12 octobre. Et je crois que nous allons nous intéresser aux aspects du budget, puisque j'ai suivi qu'il y a eu un conseil de cabinet présidé par Anatole Poliné-Makosso qui s'est penché sur le budget 2025. Encore, je me suis posé la question si le Congo est un pays qui a besoin d'un budget, parce qu'on a le budget, mais dans l'exécution, il semble apparaître que rien n'est absolument respecté. Donc, je pense que nous allons bientôt avoir des préoccupations sur le budget 2025. Et je crois que nous introduirons cela dans le... Donc, chers téléspectateurs, à bientôt. Et je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous à samedi prochain dans le cadre de l'émission Grand Temps. Je félicite pour quelques instants M. Adou Ganga parce que nous avons pu tenir correctement notre émission. Parce que, curieusement, ça s'est passé dans un laps de temps où nous avions pu avoir un peu de courant. Et on espère que ça va durer. Donc, à bientôt et à la prochaine. Merci pour votre aimable attention et à la prochaine.